la composition du Conseil souverain. Un millier d'étudiants ont manifesté mardi soir pour la 26e semaine consécutive à Alger. Les manifestants ont une nouvelle fois réclamé un État démocratique, la libération des personnes arrêtées. En RDC, une coalition d'organisations congolaises a lancé un appel au président Félix Tshisekedi. Il lui a demandé de lever les entraves au bon fonctionnement des organisations humanitaires. Ainsi se présente le sommaire de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. La transition du Soudan vers un pouvoir civil peine à se mettre en place. Les militaires et les leaders de la contestation n'ont toujours pas annoncé mardi la composition du Conseil souverain. Reportage. L'annonce de la composition du Conseil souverain devant conduire la transition au Soudan était prévue dimanche. Mais jusqu'à mardi, toujours rien. Cet organe, qui comptera une majorité de civils, doit superviser la transition d'environ 3 ans, devant permettre au Soudan de tourner la page de 3 décennies de règne du général Omar el-Béchir. Si le procès de ce dernier reflète les profonds changements politiques en cours, le transfert du pouvoir au Conseil souverain par les généraux tenant les rênes du pays a pris du retard. Le Conseil souverain comptera 6 civils et 5 militaires. Il sera dirigé par un général durant les 21 premiers mois, puis par un civil les 18 mois restants. Le Premier ministre devra ensuite former un gouvernement le 28 août qui s'attellera à la tâche de redresser une économie exsangue et de pacifier un pays marqué par plusieurs conflits internes, notamment au Darfour, dans l'ouest du Soudan. Un parlement de transition sera également constitué. Des Soudanaises très impliquées dans les manifestations au cours des derniers mois ont aussi exprimé leur déception face à la faible présence des femmes dans le processus de transition. De son côté, Omar el-Béchir est apparu lundi devant un tribunal où il doit répondre d'accusations de corruption. L'ONG Amnesty International a averti que ce procès ne devait pas détourner l'attention des accusations plus lourdes qui pèsent contre lui pour son rôle présumé dans le conflit au Darfour. En RDC, une coalition d'organisations congolaises a lancé un appel au président Félix Tshisekedi. Il lui a été demandé de lever les entraves au bon fonctionnement des organisations humanitaires dans le pays. Reportage. C'est une lettre qui a été adressée au président de la République démocratique du Congo par la coalition constituée de 5 regroupements d'associations qui revendiquent 375 ONG. Ces organisations mettent en relief les goulots d'étranglement qui les empêchent d'exercer convenablement leur mission humanitaire. Parmi les entraves figurent, d'après les signataires de cette lettre, les ordonnances présidentielles de fonctionnement en vertu desquelles la quasi-totalité des ONG attendent depuis plus de 20 ans la reconnaissance légale de leur action par l'État congolais. Par ailleurs, selon la coalition, la difficile obtention et le caractère dispendieux des visas pour les personnels internationaux des organisations entravent le déploiement des équipes et ont un impact négatif sur les budgets humanitaires. Pour ces militants, ces barrières peuvent être levées sous le régime de Félix Tshisekedi. Avec ses 12 800 de personnes dans le besoin d'une assistance humanitaire, la RDC est considérée comme le théâtre de la 3e plus grave crise humanitaire de la planète, avec les diverses épidémies en cours dans le pays. Des épidémies d'Ebola, de rougeole et de choléra sont signalées dans maintes régions. Plusieurs personnes ont par ailleurs quitté leur domicile en raison de l'insécurité liée à la présence de plusieurs dizaines de groupes armés dans le pays. Toujours en RDC, toujours dans la capitale Kinshasa, un groupe de Congolais indignés par la situation sécurité à l'est de la RDC a manifesté lundi. Ces hommes et femmes consternés par des massacres à répétition dans leur pays sont allés déposer un mémorandum au cabinet du chef de l'État. Objectif, solliciter des actions visant à ramener la paix dans l'est de la République démocratique du Congo.
Des dizaines de personnes ont protesté lundi à Kinshasa contre les massacres à répétition dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces indignés se sont rassemblés tôt le matin à la place des Évolués, située au centre-ville de Kinshasa. Ils se sont ensuite dirigés vers la résidence du président de la République où ils ont déposé un mémorandum afin de solliciter son implication pour un retour à la paix. Les manifestants s'insurgent contre plusieurs massacres perpétrés dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri par des rebelles étrangers et autres groupes armés. Ils accusent l'abandon de l'État congolais et l'implication des nations occidentales dans ces massacres à cause des minerais. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de la guerre. Nous sommes fatigués des massacres. Nous sommes fatigués. Jusqu'à quand on va continuer à compter des cadavres déjà tués, décapités, hein? Ebola chez nous. Aujourd'hui, si Ebola a eu à envahir notre province, c'est parce que l'insécurité continue à nous déranger chez nous. Nous sommes fatigués, on tue tout le jour. Jusqu'à quand on va continuer à compter des cadavres déjà torturés, tués. Français, Grande-Bretagne, en plus de ça les États-Unis, c'est vous qui donnez toujours les gens, là, les ADF ou les armes pour tuer les gens à cause des minerais, à cause des cacao, à cause des coltans, à cause de notre matière première. C'est Dieu qui nous a donné ça. Si vous voulez tuer les Congolais, vous allez les tuer jusqu'au bout, mais on ne peut pas lâcher. C'est notre pays. Vous, communauté internationale, vous m'écoutez. Ce que vous faites pour les Africains, sachez bien que vous allez payer ça. Le tout dernier massacre dans l'est de la RDC est survenu dans la nuit du samedi à Umbo, un territoire situé à quelques kilomètres de la ville de Beni. 5 personnes ont été tuées, dont un nourrisson, lors de cette attaque perpétrée par des combattants ougandais de l'ADF. On parle toujours attaque, mais cette fois au Burkina Faso, le bilan de l'attaque djihadiste contre une base militaire survenue dans le nord du pays s'est alourdi de nouveaux chiffres fournis mardi par l'état-major de l'armée. On parle de 24 morts, 7 blessés et quand même 5 disparus également. Reportage. Le précédent bilan de l'armée lundi était d'une dizaine de militaires tués et plusieurs blessés. Mais un nouveau bilan fourni ce mardi par l'état-major de l'armée burkinabé dans un communiqué monte à 24 morts et 7 blessés et fait aussi état de 5 disparus. Cette attaque qui a frappé le détachement militaire de Koutougou dans la province de Soum est la plus meurtrière jamais subie par l'armée burkinabé dans sa confrontation avec les groupes islamistes depuis 2015. Un conseil de défense extraordinaire s'est tenu ce mardi au palais présidentiel à Ouagadougou. Selon des sources militaires, ce sont plusieurs dizaines de terroristes à bord de motos qui ont attaqué le camp militaire. Ils ont tiré à l'arme lourde sur le camp de base, notamment des roquettes qui ont incendié plusieurs installations, des moyens roulants et de l'armement. Jusque-là, la plus grave attaque djihadiste perpétrée contre l'armée burkinabé avait fait 12 morts à Noussoumbou, dans la même province de Soum, au nord du pays, en décembre 2016. L'armée burkinabé avait aussi subi un revers sans précédent en mars 2018, où une attaque djihadiste avait dévasté son état-major général en plein centre de la capitale Ouagadougou, faisant 8 morts. Un millier d'étudiants ont manifesté mardi pour la 26e semaine consécutive à Alger. C'était au milieu d'un fort déploiement policier. Les manifestants ont une fois encore réclamé un État démocratique et la libération des personnes arrêtées dans le cadre de ces manifestations. Reportage. Comme depuis 26 semaines, les étudiants ont inlassablement scandé des slogans hostiles au régime en place. Libérer les détenus de Irak, Algérie libre et démocratique, un état civil, pas militaire, sont entre autres cris lancés par les étudiants, accompagnés d'enseignants mais aussi de citoyens. Les établissements universitaires sont toujours fermés en raison des vacances, mais le cortège était plus dense que les semaines précédentes. Les manifestants ont promis de continuer la mobilisation jusqu'au départ du régime. Ils ont particulièrement visé le haut commandement de l'armée, longtemps véritable organe de décision en Algérie, revenu aux commandes depuis la démission le 2 avril du président Bouteflika.
Ils ont notamment ciblé le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée, et demandé le départ du président par intérim Abdelkader Ben Salah et du premier ministre Noureddine Bedoui. Tous trois furent des soutiens indéfectibles du président déchu par la rue. Les manifestants ont également rejeté tout dialogue avec le pouvoir. Ils ont hué une fois de plus Karim Younes, ancien président de la Chambre basse, placé par les autorités à la tête d'une instance nationale de dialogue et de médiation chargée de définir les modalités d'une présidentielle devant élire un successeur dans les plus brefs délais. Lundi soir, Ben Salah a, dans un message à la nation, réitéré que la voie du dialogue est la seule et unique à permettre de surmonter la situation actuelle, rejetant de fait toute autre solution de sortie de crise. Au Cameroun, le leader des séparatistes anglophones, Julius Ayouk Tabé, et 9 de ses partisans ont été condamnés ce mardi à la prison à vie par un tribunal militaire de Yaoundé. Les 10 accusés ont écopé de cette lourde peine pour terrorisme et sécession notamment. Reportage. Le verdict a été confirmé par un des avocats des séparatistes qui a dénoncé une parodie de justice. Les 10 accusés ont été condamnés à la prison à vie pour terrorisme et sécession notamment. Pour l'instant, les avocats des séparatistes n'ont pas encore indiqué s'ils allaient faire appel de cette décision. Julius Ayouk Tabé est le président autoproclamé de l'Ambazonie, l'État que les séparatistes veulent créer dans les 2 régions anglophones dans l'ouest du Cameroun. En 2016, une partie des habitants des provinces du nord-ouest et du sud-ouest du pays ont commencé à manifester pour demander davantage de reconnaissance de l'État central. Mais face au refus des autorités et la répression, une partie des séparatistes a pris les armes en 2017 et le conflit entre séparatistes et forces de sécurité a fait depuis près de 2000 morts selon le Centre d'analyse géopolitique international Crisis Group. Julius Ayouk Tabé, charismatique ingénieur informaticien de 54 ans, est respecté dans les sphères anglophones du Cameroun. Il avait été interpellé avec 46 autres indépendantistes à Abuja, au Nigeria, début janvier 2018 par les services de renseignement nigérians. Il avait ensuite été transféré à Yaoundé, une extradition qui a été jugée illégale par la justice nigériane en mars 2019. Vous suivrez dans nos prochaines éditions la réaction des organisations humanitaires camerounaises et la population également. En Italie, le Premier ministre Conte a mis fin au premier gouvernement populiste italien mardi. Il a en effet annoncé sa démission après avoir accusé Matteo Salvini d'avoir été irresponsable. Reportage. L'homme fort de l'exécutif porte le chapeau de la crise politique en cours en Italie. Matteo Salvini a clairement été accusé par le Premier ministre devant le Sénat mardi. « J'irai voir le président de la République pour lui présenter ma démission », a-t-il déclaré. Avant son annonce, le Premier ministre a lancé un virulent réquisitoire à l'adresse du chef de la Ligue, Matteo Salvini, qui a fustigé pour n'avoir fait que poursuivre ses propres intérêts et ceux de son parti en faisant éclater la coalition formée 4 mois plus tôt avec le mouvement 5 étoiles. Il estime que faire voter les citoyens est l'essence de la démocratie, mais leur demander de voter tous les ans est irresponsable. Il faisait ainsi référence aux pressions de son vice-premier ministre pour obtenir des élections immédiates afin de capitaliser sur des sondages très favorables. Dans son discours à charge contre Salvini, Conte a accusé le ministre de l'Intérieur de faire courir de graves risques au pays et évoqué le danger d'une spirale économique négative pour la 3e économie de la zone euro. Dans sa réplique, Matteo Salvini, invoquant la protection du cœur immaculé de Marie, a assuré qu'il referait exactement la même chose et s'en est pris à ses ex-alliés du mouvement 5 étoiles qui, selon lui, disent toujours non et bloquent tout. Avec cette démission, la balle est dans le camp du président Sergio Mattarella qui doit lancer des consultations pour explorer la possibilité d'une nouvelle majorité. Ce journal est à présent terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.